Où en sommes-nous? C'est le titre de l'ouvrage que vous venez de publier. Emmanuel Todt, bonjour. Bonjour. C'est aux éditions du Seuil. Par où commencer? C'est la question qu'on pourrait se poser pour un ouvrage sous-titré une esquisse de l'histoire humaine, pas tout à fait brève, puisqu'elle est quand même assez longue, et un ouvrage qui est à la fois un livre de prospective et une plongée dans le passé à la fois conscient, subconscient et inconscient de la planète tout entière. Et où en êtes-vous, vous? C'est la question, l'amorce que je vous propose pour cet entretien. Toujours savant et chercheur ou polémiste Non, alors, on ne sait plus là. Non, ce livre est pour moi clairement un retour à mon axe central de recherche. C'est même le bouclage des recherches de toute ma vie, puisque pour saisir ou essayer de saisir un peu ce qui se passait, j'ai conjugué les deux dimensions de ma recherche. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'avais abouti à cette espèce de loi historique d'une coïncidence entre la diversité des types familiaux paysans, 17e, 18e, 19e siècle, et la diversité des trajectoires de modernisation. Pourquoi est-ce que les pays anglo-américains ont fait des révolutions libérales faciles? Pourquoi la France a été libérale égalitaire? Pourquoi l'Allemagne et le Japon sont plutôt partis dans des directions autoritaires et inégalitaires dans la phase de transition? Pourquoi la Russie et la Chine ont fait des révolutions communistes? Et donc j'ai associé ça à la diversité de types familiaux sous-jacents. Et puis dans une autre partie de mon boulot, que j'ai essentiellement exposé d'abord dans un article que j'avais fait il y a plusieurs années avec mon ami linguiste Laurent Saga, dans Diogène, et puis tout seul comme un grand, dans un livre de 750 pages, je ne sais même plus combien de temps ça m'a pris à faire, qui s'appelle L'origine des systèmes familiaux. J'ai montré, ou essayé de montrer, selon le point de vue, que cette diversité des types familiaux était un acquis de l'histoire et qu'à l'origine, Homo sapiens, tel qu'il se présente au moment de, mettons, sa sortie d'Afrique, vers moins 100 000 avant l'ère commune, en fait, vivait en famille nucléaire, dans un système de parenté important, mais flexible et souple, ne distinguant pas les côtés paternels et maternels. C'est comme ça qu'il a occupé la surface de la Terre. Et puis, ce système a commencé, je dirais, de se complexifier dans les lieux d'émergence de l'histoire, en Mésopotamie, en Chine, etc. Donc j'ai fait une sorte de synthèse de cet ensemble. C'est un peu plus compliqué parce que j'ai aussi réglé la question de l'articulation de la famille et de la religion. J'ai réglé des problèmes intellectuels qui me hantaient depuis tout petit. Donc le chapitre sur la famille juive, l'alphabétisation et la religion dans le judaïsme antique et le christianisme, à lui tout seul, m'a pris 6 mois sur 6 ans d'écriture. Il y a un tiers du livre est consacré à la dynamique du monde anglo-américain, mais le monde anglo-américain, c'est la dynamique du monde depuis le XVIIe siècle. Et donc, mais tout ça débouche en fait sur le présent et surtout ce que fondamentalement l'analyse de la divergence des types familiaux depuis l'origine permet, je dirais, pas simplement de comprendre, mais d'accepter. C'est très important à l'époque de la globalisation, c'est que l'histoire humaine n'est pas que convergence, ce qu'on croit. On pense que la globalisation est unification et convergence, mais qu'au contraire, l'histoire humaine, pour ce qui est des systèmes familiaux, est plutôt l'histoire d'une divergence et d'une différenciation des types familiaux. Donc c'est un livre qui amène à des choses assez simples au bout. Oui, mais qui arrive du coup à des questions politiques très présentes. Ah ben on arrive à la crise des démocraties libérales, on arrive à des choses très concrètes. Voilà, est-ce que vous pouvez, parce que bon, des esprits chagrins diront qu'une esquisse de l'histoire humaine, c'est un titre un peu vaste, voire immodeste. C'est quoi votre hypothèse sur ce que vous appelez quand même une mutation anthropologique qui va au-delà de la révolution industrielle, qui est comparable à la révolution néolithique? C'est quoi, avant qu'on entre dans le détail des divergences, de d'où ça vient, comment vous la résumeriez? Je voudrais quand même préciser que esquisse est très modeste. Esquisse, ça veut dire vraiment que le boulot n'est pas fini, que tout n'y est pas. Donc en fait, c'est pas pour faire semblant. Hein. Voilà. Alors, révolution anthropologique, oui, je commence le livre pour que les lecteurs ne soient pas égarés tout de suite dans les tréfonds de l'histoire humaine. J'ai fait une très longue introduction de 80 000 signes, je crois,
finalement, qui parle directement du présent, et j'évoque cette notion de révolution anthropologique. C'est-à-dire que ces révolutions anthropologiques par rapport à l'idée économiste de la globalisation. C'est-à-dire quand les gens, c'est les couches conscientes, c'est-à-dire les gens pensent à la politique, pensent à l'économie, ça ne va pas, on ne sait pas pourquoi. Et donc, j'essaie d'aller plus profond. Donc, il y a, dans cette révolution anthropologique, il y aurait l'élévation, c'est dans la partie subconsciente pour moi, du niveau éducatif de l'espèce humaine. En fait, pas simplement l'alphabétisation de masse sur toute la planète, mais aussi le développement d'éducation supérieure, où en moyenne, dans les sociétés avancées, un tiers d'une cohorte, d'une génération fait des études supérieures, mais aussi le blocage de ce développement. Et donc la fragmentation des sociétés humaines, qui étaient démocratiques dans les pays avancés, en strates supérieures, moyennes, inférieures. Et puis l'élévation du niveau de vie, la baisse de la mortalité, la chute de la fécondité qui a amené à des planchers de fécondité comme on n'en a jamais vu. C'est pas juste, la question n'est pas importante juste pour les équilibres démographiques ou les déséquilibres démographiques engendrés. Elle est importante pour ce qu'elle dit, je dirais, de l'évolution des mentalités. J'ai donné, je dirais, quelques exemples, mais j'aurais pu en donner d'autres, en fait. J'aurais pu parler de l'accroissement de taille des populations. J'aurais pu parler de l'obésité aussi, comme faisant partie de cette mutation anthropologique. C'est juste, vous voyez. Mais alors, ce qu'on se demande, c'est pour ceux qui n'auraient pas encore lu cette esquisse qui est à la fois modeste et ambitieuse, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, je résume à grands traits. Hein. Vous distinguez le conscient des sociétés, le subconscient et l'inconscient. Ouais. Pour faire bref, le conscient, c'est la politique et l'économie, Ouais. le subconscient, c'est l'éducation, Ouais. et l'inconscient, c'est la famille et la religion. C'est ça. Et vous voyez qu'elles fonctionnent à des échelles de temps très différentes. Très schématiquement, 50 ans pour le côté politique-économie. On a bien vu que la mondialisation néolibérale a pris à peu près 50 ans à se faire. Ouais. 500 ans pour les grandes révolutions éducatives comme l'alphabétisation de masse qui a pris naissance en Allemagne avec le protestantisme. Ouais. Et puis 5000 ans, vous dites, pour les structures vraiment familiales, l'inconscient, familial et religieux. Ouais. La question qu'on se pose quand même, c'est pourquoi, quand on dit, je pense qu'on partage le constat de crise, de grande inégalité du monde et des sociétés, pourquoi est-ce que ce serait l'inconscient qui serait déterminant et pas le conscient? Enfin, pourquoi est-ce que ça agirait plus? En fait, les choses ne sont pas tellement hiérarchisées. Et quand j'essaye d'analyser la crise économique, je cible plutôt plus la partie subconsciente. C'est-à-dire, je dis, donc, par exemple, quand j'analyse la montée des inégalités aux États-Unis, je parle des États-Unis parce que ça a commencé aux États-Unis. Autant, pourquoi se compliquer la vie? Autant travailler sur la société qui fait la course en tête. Et je montre bien que la montée des inégalités économiques, le genre de choses qui a été analysé très bien par Piketty, ça commence à partir des années 80, à partir de Reagan. Et je montre que la division éducative de la population américaine, la fragmentation en groupes supérieurs, moyens, inférieurs, est quelque chose qui s'établit avant et qui explose en fait presque dans la conscience au moment où la croissance de l'université s'arrête et au moment de la guerre du Vietnam, où on voit s'opposer des jeunes de l'élite éduquée qui manifestent contre la guerre sur les campus, puis des ouvriers qui n'ont pas été à l'université, qui restent plutôt patriotiques, et qu'on envoie se faire tuer au Vietnam. L'équivalent en France, avec 30 ans de retard, ça sera... la même chose s'est passée au milieu des années 90, et l'accession à la conscience inégalitaire, ou l'émergence de ce subconscient inégalitaire, est paralysant, il faut le dire. C'est le milieu des années 90, c'est le traité de Maastricht, c'est 92. Et quand j'en arrive, quand j'essaie d'expliquer par exemple la hausse de la mortalité, qui est quand même le trait absolument stupéfiant de l'évolution américaine récente, les Américains blancs de 45-54 ans ont une hausse de mortalité par suicide, par empoisonnement, etc. C'est bien entendu les catégories les moins éduquées qui sont fondamentalement touchées. Pour les autres, la progression est simplement bloquée. On est dans une explication du mal-être qui garde l'économie.
Je veux dire, le blocage du niveau de vie, la baisse du revenu médian de la plupart des ménages est importante, mais je dirais l'explication là peut se contenter du subconscient. Là où j'ai besoin de la notion d'inconscient familial et religieux, c'est pour expliquer la divergence des sociétés avancées, qui est tout aussi importante que le blocage finalement. Et donc, par exemple, l'un des résultats auxquels j'arrive, et on va vivre avec, et ça va poser des problèmes à la France, c'est la divergence du monde anglo-américain qui semble se ressourcer dans une énième variante du libéralisme qui devra concilier nouvelles tendances oligarchiques et persistance de valeurs démocratiques. Et puis l'Allemagne, et tout le monde germanique, et tout ce qui est centré sur l'Allemagne dans la nouvelle Europe, où au contraire, on voit une réémergence de structures autoritaires et absolument pas démocratiques au sens libéral. Et pour expliquer ça, j'ai besoin de ces tréfonds que sont la famille nucléaire absolue anglaise, exportée aux États-Unis, adoptée par tous les immigrants par la suite, libérale dans les rapports entre parents et enfants, non égalitaire pour ce qui concerne les rapports entre frères et sœurs. Et puis, d'un autre côté, il y a la famille souche allemande, c'est-à-dire ces systèmes qui sont censés ne plus exister, mais dont les valeurs ont été transmises. Donc, c'était des systèmes paysans dans lesquels il y avait un héritier unique qui restait sous l'autorité des parents, les frères étaient inégaux, et donc il y avait une franche valeur d'inégalité, une valeur d'autorité très forte. Système qu'on retrouve sous une forme un peu adoucie, évidemment, dans le sud-ouest de la France ou au Japon. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que ce livre est un livre d'anthropologue maniaque, parce que pour décrire l'Allemagne récente, je la décris dans un chapitre où elle est jointe avec le Japon, et je montre aussi la divergence historique et géopolitique de l'Allemagne et du Japon, qui pourtant ont le même type familial. Donc le modèle n'est quand même pas trop mécaniste. Hein. Non, mais alors j'ai pas dit que c'était un livre d'anthropologue maniaque, mais ça soulève quand même des questions méthodologiques. Je l'ai lu dans votre regard. Et politiques. C'était pas maniaque qu'il y avait dans mon regard. Je vous laisserai définir le regard. C'est que, vous dites que c'est pas mécanique, mais bon, déjà, c'était dans votre ouvrage La Troisième Planète, ouais. Hein, vous aviez déjà essayé d'élaborer une mise en concordance des systèmes familiaux, nucléaires, souches, et puis les variantes, avec les idéologies des sociétés. Est-ce que, à force de les psychologiser, vous leur... en gros, on ne se dit pas forcément c'est vrai ou faux, mais est-ce qu'on peut dire si c'est vrai ou faux? Moi, je pense que, pour donner un exemple, ce que vous dites du communisme, qu'en urbanisation et alphabétisation décompose la famille paysanne communautaire, celle-ci désintégrée relâche dans la vie sociale générale ses valeurs d'autorité et d'égalité, l'individu émancipé de la contrainte paternelle cherche un substitut à sa servitude familiale dans l'adhésion au parti unique, dans l'intégration par l'économie centralisée, voire dans le contrôle par le KGB pour le cas de la Russie. Là, ça, c'est pas mécanique. Pour moi, le KGB est ce qui est le plus près de la famille, parce que le KGB s'occupait personnellement des gens. Je peux dire oui. Ça, mais ça, c'est pas trop mécanique de se dire, bah voilà, on a une famille autoritaire égalitaire, et donc on va avoir un système autoritaire égalitaire. C'est assez mécanique. Le problème n'est pas de savoir si c'est mécanique, le problème est de savoir si c'est vrai. Et la façon dont je suis arrivé à cette conclusion n'est pas en fantasmant sur une Russie concrète, que d'ailleurs je connais très mal, puisque j'y suis allé 2 fois après la chute du mur, mais simplement, c'est de là que je suis parti en fait, quand j'ai constaté un jour que la carte du communisme achevé, mettons dans les années 70 ou à la fin de la guerre du Vietnam, 75, s'emboîtait dans la carte d'un système familial. C'est-à-dire quand j'ai vu que la Russie, la Serbie, un bout de la Croatie d'ailleurs, l'Albanie, la Chine, le Vietnam, et surtout même les régions d'Europe occidentale qui votaient communistes, comme l'Italie centrale ou un morceau de la Finlande, pourtant hostile à la Russie, portaient avec comme substrat le même système familial qu'on peut décrire comme c'est le père, ses fils, les fils sont éjectés de la famille originelle, des épouses sont amenées. C'est autoritaire, donc, puisque les fils restent sous l'autorité du père. C'est égalitaire parce que quand le père meurt, l'héritage est divisé entre les fils. Autorité, égalité, ça correspond pas mal quand même à l'esprit du communisme. Autoritaire, égalitaire. Et puis ça colle dans l'espace.
et vraiment avec des niveaux comment dire, de finesse d'ajustement cartographique. Donc, comment vous dire, vous pouvez dire, vous pouvez dire, oui, ben, il n'a pas vraiment montré comment. Je veux dire, les sciences, vous savez que les sciences physiques ne font pas mieux comme technique de preuve. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande une technique de preuve qu'on n'exige pas des sciences dures. C'est ça qui est rigolo pour moi. En même temps, vous dites vous-même que ce n'est pas par inculcation des valeurs familiales, comme à un moment vous aviez pu le penser, que vous expliquez la permanence dans des structures qui ont disparu, d'idéologies au fond très anciennes. Vous dites que ça correspond au fond à une empreinte, une sorte de mémoire des lieux. Comment on peut vérifier ça? Non, c'est toujours pareil. Je veux dire, si vous faites une hypothèse scientifique, la vérification ne consiste pas... c'est pas comme quand vous démontez un carburateur de mobilette, puis vous repérez le pointeau qui règle le niveau. Puis vous pouvez dire, ah bah alors oui, voilà. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est pas ça. Il faut simplement, ce qui est exigé, c'est que l'explication qui est proposée, ou l'hypothèse qui est proposée, soit compatible avec les données. C'est ça, on ne suit pas tel ou tel individu en démontrant que son comportement. Il faut que ça soit compatible. Et là, en fait, c'est tellement vrai que j'avais constaté cette espèce de coïncidence au départ, dont je pensais qu'elle correspondait simplement au moment de la désintégration des systèmes familiaux traditionnels. Et puis moi je me disais, après, comme les Russes vivent maintenant en ménage nucléaire, comme les Allemands vivent en ménage nucléaire, et les Japonais aussi, comme les ménages sont nucléaires partout, ça va converger sur le type de valeurs qu'on observe dans la France du Nord, ou en Angleterre, en Amérique, pays de famille nucléaire. Et constatant que ça ne convergeait pas sur certains indicateurs fondamentaux, par exemple, le premier truc qui m'avait troublé, c'est pourquoi est-ce que le taux de mariage mixte des filles d'immigrés algériens en France était au début des années 90 de 25%, pourquoi celui des filles d'immigrés turcs en Allemagne est inférieur à 2%, et pourquoi les filles d'immigrés pakistanais en Angleterre étaient epsilon, enfin insignifiant. Et on ne pouvait plus expliquer ça par des différences de fonctionnement objectif. Donc c'est une première chose. Ensuite, vous regardez le fonctionnement des économies occidentales. Donc vous voyez, tous les pays anglo-américains ont des balances commerciales déficitaires, se sont financiarisés, avec une hausse très rapide des inégalités. Et puis, d'un autre côté, le Japon et l'Allemagne, que je savais très proches par les structures familiales, évoluent autrement, mais en parallèle. C'est-à-dire en assurant une continuité technologique de l'industrie, en dégageant des excédents commerciaux absolument systématiques. Et je me suis dit, non mais si on fait l'hypothèse que les valeurs familiales, qui ne sont plus dans la famille maintenant, mais qui sont à l'état diffus dans la société, continuent d'exister, transmises d'individu à individu, autrement, c'est pas comment, hein, autrement, eh ben, on peut comprendre pourquoi il y a cette divergence. Et ultimement, la dernière hypothèse m'est apparue, c'est dans un travail qu'on faisait avec Hervé Lebras. Je n'y suis même pas arrivé tout seul. Vous voyez, ça le travail scientifique. Et en plus, j'y suis arrivé avec un type avec qui je suis en désaccord politique total. Surtout, on est tous les deux de gauche, mais pas la même gauche. Et donc, dans le mystère français, Hervé avait fait un superbe travail sur les migrations intérieures dans l'Hexagone. Ça bouge, hein. Il y a le TGV quand même. On a tous des bagnoles, hein. Mais pas terrible, enfin on en a, quoi. Et malgré ces mouvements, on avait constaté que les cultures régionales subsistaient assez largement. Pas simplement correspondant pas simplement à la famille. Donc les régions de famille souche avaient toujours un certain comportement éducatif. Les régions de tradition catholique gardaient, alors que le catholicisme n'existait pas non plus, développaient un certain type de dynamisme économique. Et là, l'expression mémoire des lieux, Hervé l'a trouvée, mais c'était dans son esprit, c'était pour faire une farce à Pierre Nora qui avait écrit Les lieux de mémoire. Donc je dirais qu'Hervé est responsable du calembour. Voilà. Moi, j'en ai fait un instrument d'analyse, je dirais, pas définitif, rien n'est jamais définitif, mais je me suis dit, c'est très intéressant parce que
mon modèle pseudo-psychanalytique de départ. J'avais la vision, moi je suis un enfant de 68, j'ai eu la culture anti-autoritaire, et donc il y avait cette vision freudienne de gosse auquel on enfonce des valeurs à coups de marteau dans l'inconscient, et puis qui ensuite vont s'allonger pendant des dizaines d'années sur un divan pour se débarrasser d'un formatage infantile super dur. Et si les valeurs politiques, par exemple, d'égalité, d'inégalité, d'autorité, que j'analysais, avaient été enfouies très profondément et très solidement dans les inconscients des gens, eh ben, le fait, en se mélangeant sur les territoires, chacun aurait gardé ses valeurs. Et ça aurait produit, en fait, une homogénéisation culturelle de l'Hexagone. La diversité. Alors que si, pour comprendre la persistance des cultures régionales en situation de grande mobilité des populations, vous devez faire l'hypothèse que les valeurs sont faibles dans la tête des gens et que quand ils déménagent, ben, ils prennent les valeurs du lieu où ils vont s'installer, ils perdent les valeurs d'origine. Et donc j'arrive à l'hypothèse, en fait, très très rassurante pour ce qui concerne... Enfin, ça dépend, on peut discuter. Mais je veux dire, c'est tout à fait autre chose. Alors, ce qui veut bien dire que quand je parle d'inconscient familial, etc., c'est plus du tout l'inconscient freudien. C'est autre chose. Voilà, on va arriver aux conséquences politiques de votre système explicatif, parce que c'est quand même ça qui est le plus important. Mais quand même, il faut encore creuser un peu la méthodologie. Parce que comment est-ce que vous rendez compatible cette idée qu'il y a au fond une force des territoires, voire un essentialisme territorial? On vous a reproché ça. Je suis content que vous disiez ça. C'est déjà moins grave que l'essentialisme familial. Avec le fait que... l'histoire a montré qu'il n'y a pas non plus d'invariant anthropologique, comme ça un peu fantomatique, parce que des fois on se demande, enfin non mais il y en a bien sûr, mais on se demande si votre manière de faire l'anthropologie nie pas aussi la possibilité d'une histoire et de variations qui font que ça c'est pas ancré dans des... Vous allez jusqu'à dire que les gens sont agis à l'insu d'eux-mêmes, à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre. C'est quand même problématique, non? Comme je dirais moi, comme l'autre. D'abord une chose, sur le premier truc, l'idée que je dirais que les choses ne peuvent pas varier, c'est une critique absurde puisque mes 2 chapitres sont consacrés à la différenciation des types familiaux, c'est-à-dire un processus de changement de l'organisation familiale. Hein. Donc la notion de changement, je veux dire, c'est lent, mais ça existe et je l'analyse. Donc je ne suis pas, je dirais... mais sur 5000 ans. Ah ben, si vous êtes pressé, évidemment, moi je ne suis pas pressé. Hein. Je veux dire, c'est tout aussi réel. Donc là, quelle était la deuxième partie de votre question? Quel était votre deuxième reproche? Une forme d'essentialisme territorial. Et à la fois, est-ce que vous exagérez pas la force des territoires dans la structuration des gens et l'idée que les gens, du coup, seraient agis à l'insu d'eux-mêmes? Alors oui, et ça, on me le reproche tout le temps, mais alors là, moi je ne sais pas quoi dire. Je suis tout à fait en lisant des cartes, dire voilà, les gens se comportent comme ça. Je suis tout à fait d'accord pour dire aujourd'hui que je me suis exprimé un peu brutalement à l'époque de Charlie quand j'ai appliqué cette méthode. Il dit regardez, quand on regarde la distribution des manifestations sur le territoire national, on voit, si on met Paris de côté, on voit que c'est l'ancienne France catholique profonde et que les gens sont... Voilà. Dans le contexte de panique dans lequel on était tous et de retour au tragique de l'histoire, de violence de sang, c'était en soi violent. Donc je ne redis pas mon livre, ce que j'ai écrit est exact, j'en suis fier. Je suis même fier dans une certaine mesure d'avoir fait face, mais honnêtement, je n'ai pas été sympa et je comprends que les gens étaient furieux contre moi. Bon, j'accepte ça. Mais le principe même, le fait de dire que les gens dans des sociétés sont agis par des forces inconscientes, ça, c'est pas moi, c'est toute la sociologie. Je le dis dans le bouquin d'ailleurs, qui est Charlie, c'est Durkheim, au début du suicide, qui est considéré à l'échelle planétaire comme le livre fondateur de la sociologie scientifique, quantitative, etc. Il dit les suicidés laissent des lettres, ça vaut rien pour telle ou telle raison. Je vais simplement, en étudiant, il n'avait pas les coefficients de corrélation à l'époque, les variations concomitantes dans l'espace avec la cartographie, exactement le genre de méthode que j'utilise, je vais montrer qu'il y a des forces suicidogènes dans l'espace qui dépassent
la conscience individuelle. C'est une époque d'ailleurs où tout le monde admettait l'inconscient. Freud, c'est un peu plus, c'est la même époque à la louche. Hein. Donc ma méthode sur ce plan, elle est juste, vous pouvez la refuser, mais si vous le faites, eh ben, il faut fermer le département sociologie du CNRS. Bon, peut-être dans une époque d'économie, de retour à l'équilibre budgétaire. Vous avez été mandaté par Jean-Michel Blanquer pour fermer des bouts du CNRS. Non, mais moi je suis sans arrêt confronté à des gens très sympathiques, sociologues, chercheurs ou autres, qui en gros me disent « Oh non Emmanuel, tu vas pas quand même trouver quelque chose comme explication. La réalité est complexe. Nous devons maintenir l'idée que la réalité de la société est complexe. » Je suis d'accord, mais pourquoi les payer pour dire ça? Tout le monde voit bien que c'est compliqué. Vous voyez, si on est payé pendant toute sa vie par l'État pour faire de la recherche, autant trouver des explications à certains comportements. Ça me paraît plus honnête. C'est plus honnête, mais vous n'avez pas peur de devenir une sorte de Madame de Staël moderne à expliquer simplement les déterminations des gens par leur nationalité? Mais justement non. Justement non. Je veux dire, le territoire est quelque chose de neutre. Et puis honnêtement, la dernière explication à laquelle je suis arrivé, et je le dis très clairement dans le livre, alors quel est le risque si on ne veut pas voir les choses qui ne vous plaisent pas, on peut les nier. Hein. Je veux dire, par exemple, vous pouvez dire que la mort n'existe pas. Vous voyez? Et si vous faites ça, comme j'avais dit dans un texte, je ne sais plus où, vous allez fonder une religion. Hein. Jésus-Christ a fait un truc de cet ordre. Mais sautez dans le vide et vous verrez ce qui vous arrive. Et si la mort n'existe, je dirais, toujours pas. Donc, on est dans un domaine plus modeste, des forces sociales. Le livre n'est pas du tout dramatisant. On n'est pas dans une période de très grande violence. Je dis qu'on est dans des sociétés très riches. Il n'y a pas de volonté de dramatisation quand même dans ce que je fais. Mais il y a quand même un grand vide métaphysique. Si vous dites, il y a un vide métaphysique, il y a des problèmes, mais l'histoire humaine n'est qu'un long problème. Hein, vous savez, il y a cette pièce de théâtre qui dit c'est quoi, la vie est une situation délicate. Enfin, je ne sais plus dans quoi c'est ça. Donc la vie c'est compliqué, l'humanité merdoit, c'est la routine en un certain sens, et on n'est pas à la limite, l'illusion, c'était l'illusion des 30 Glorieuses où on pensait que tous les problèmes étaient réglés. C'est bon, c'est déjà là. Mais les problèmes reviennent, donc il faut gérer des problèmes, c'est ça l'histoire, gérer des problèmes, avec des gouvernements qui en général y arrivent un peu en retard, ou qui n'arrivent pas à éviter la guerre, ou des choses comme ça. Et regardez notre situation actuelle. On est dans une dénégation générale de réalité. Donc on a ce modèle très sympa d'universalité de l'homme, d'identité des sociétés. Alors c'est un double discours, parce que d'un côté les différences sont merveilleuses, de l'autre côté il n'y en a pas. Je ne sais pas comment ils se débrouillent avec ces trucs-là. Voilà. Et donc en Europe, ça donne le truc suivant. On est tous des Européens, sans sas. L'Allemagne n'existe plus, la France n'existe plus, la Grèce n'existe plus. En fait, quand vous analysez comme je le fais les indicateurs économiques, vous voyez qu'une énorme divergence. On a vécu cette Allemagne qui n'existait pas, je veux dire, a pris le contrôle du continent, elle a un excédent commercial de 8% de son PIB. Nous, bloqués dans l'euro, on se traîne en se racontant qu'on est aussi important que les Allemands et que la France est grande, avec 10% de chômage. Les Allemands n'ont plus de chômage, il y a un chômage frictionnel. Donc la réalité est diverse. Je veux dire, il faut l'expliquer. Et si vous acceptez une vision anthropologique, vous trouvez des permanences, vous avez des cartes, vous voyez bien que les régions qui sont assez dynamiques, hors d'Allemagne d'ailleurs, ressemblent à l'Allemagne par certains côtés. Une région comme la région Rhône-Alpes, du point de vue de l'analyse des structures familiales, des traditions religieuses, est assez allemande et s'en sort moins mal que d'autres. Vous voyez ? Et surtout, je dirais que c'est pour ça que je suis content de cette histoire de mémoire des lieux. Parce qu'en fait, ça a des implications, je dirais. Je ne fais pas pour essayer de me réconcilier avec la profession ou avec les tenants, oui c'est foutu, en plus je suis à la retraite, ou avec les tenants de l'homme universel, mais je dis très clairement que cette hypothèse des valeurs faibles dont on peut changer, qui permettent d'expliquer l'existence de systèmes forts, j'en parlais tout à l'heure pour les provinces françaises, mais on peut l'appliquer aux nations. Et ça c'est formidable, parce que, je le dis explicitement dans le livre, vous pouvez, de la même manière, vous allez pouvoir expliquer ou rendre compatible l'idée que l'Allemagne, en tant que système social capable de développer, comme le Japon d'ailleurs, une énorme puissance collective, ça existe,
sans faire l'hypothèse que les Allemands sont terriblement allemands et enfermés dans leur germanité. C'est pas modéré, ça, comme conception de l'histoire? Ça tient compte de la réalité et ça laisse quand même pas... Alors, maintenant, le problème, et ce qui est vraiment inquiétant, c'est vous qui m'avez lancé sur les questions méthodologiques, c'est la première fois, donc je me répands en méthodologie. Est-ce que c'est tellement mieux de se dire que non, en fait, les individus ne sont pas déterminés par des choses profondes qu'on leur a mis dans le cerveau quand ils étaient tout petits? Est-ce que c'est tellement mieux de se dire qu'ils sont déterminés par une sorte de mimétisme territorial généralisé, c'est-à-dire par le conformisme? Je vous laisse juge de savoir ce qui est préférable. Les deux, à mon avis, les deux peuvent produire beaucoup d'intolérance. Bon, on va effectivement pas faire toute l'émission sur la méthodologie, même si on pourrait continuer. Hein. Moi, j'ai cette phrase quand même qui m'a un peu surprise. Vous dites que l'acceptation de l'hypothèse que j'avais proposée en 83, c'était sur la concordance entre les systèmes familiaux et les idéologies sociales, aurait ainsi permis de pressentir la possibilité de l'émergence au Rwanda en 94 d'un racisme exterminateur aussi féroce que le nazisme. Oui. Et vous dites le système souche rwandais, commun aux Hutus et Tutsis, est certes à l'origine de l'efficacité agricole et de la densité démographique du pays, mais porteur de valeurs d'autorité et d'inégalité, il est susceptible de produire, en période de crise, une interprétation raciale des problèmes sociaux. Oui. Il n'y a pas eu des génocides ou des massacres raciaux que dans les familles souches, enfin que dans les sociétés de familles souches. Ah bon, non, je veux dire, l'être humain, Homo sapiens, est capable de se massacrer en toutes circonstances et dans tous les systèmes. Actuellement, je travaille sur le cannibalisme aztèque, autre type familial, il n'y a pas de problème. Je veux dire, là, c'est spécifiquement un phénomène d'extermination à idéologie raciale, où les gens d'une même société voient entre eux, ou voient dans une minorité des caractéristiques raciales, indestructibles. C'est spécifique, tout est spécifique. Non, mais d'ailleurs, les mêmes sociétés, c'est ça qu'il faut accepter dans l'histoire. Quand même, c'est ce que Aron avait un bon coup d'œil pour ça. Tout ne peut pas être bien, tout ne peut pas être mal. Toutes les sociétés qui existent fonctionnent, toutes ont des qualités, toutes ont des défauts. Donc il y aura des bons, des mauvais moments. Une société comme la société allemande, le livre dit très bien, on m'accuse tout le temps d'être germanophobe, anti-allemand, mais enfin je ne sais pas, quand on lit le chapitre sur l'alphabétisation universelle en Europe et son origine avec le luthéralisme allemand, dans mon bouquin, ce qu'on trouve, c'est que finalement, l'Europe doit son développement éducatif à l'Allemagne, et que l'Allemagne était capable simplement d'universaliser l'éducation, dans un but religieux d'ailleurs, pas du tout économique. Elle a réussi ce que le judaïsme avait tenté, j'en parle dans un autre chapitre, immédiatement après dans les premiers siècles de l'ère commune. Et puis, l'Allemagne, à un autre moment, dans la phase d'effondrement de ses croyances religieuses, de crise économique, l'espèce de solidité, de dureté du système familial qui était si positif pour la transmission éducative a produit des effets terrifiants lorsqu'il s'est effondré avec la religion dans le domaine des conceptions religieuses, de la perception des juifs et des choses comme ça. Donc il s'agit quand même d'accepter l'idée qu'une histoire est complexe et que... Finalement, vous êtes d'accord avec le département sociologie du CNRS. L'histoire est complexe. Putain, vous êtes dur, hein, vous êtes dur. Quand même, moi, j'ai l'impression... Bon, je ne veux pas me prononcer. De toute façon, je suis historien, anthropologue. D'accord. Bon, mettons de côté l'idée de vous réconcilier avec le monde académique. Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on accepte vos principes explicatifs de ça politiquement ? Qu'est-ce que ça dessine comme avenir? Parce que vous dites quand même la démocratie libérale telle qu'on la connaît a peu de chances de survivre, en tout cas dans les formes. En même temps, on ne va pas forcément vers une oligarchie classique. Ouais. Donc, quelles sont pour vous les conséquences possibles de telles explications? Alors, à la fin du livre, j'ai eu une sorte de hockey civique. J'ai fait un post-script qui s'appelle sur les démocraties libérales. Ce que j'appelle mon monde, en fait, c'est la France, l'Angleterre, les États-Unis, qui sont les trois nations qui ont inventé réellement la démocratie. Notamment la contribution de l'Allemagne ou du Japon ou de la Russie à l'émergence de la démocratie libérale, historiquement, même sans théorie sur les systèmes familiaux,
n'est pas, je dirais, pas tellement évidente. Et dans ce petit post-script, je prône, je dis effectivement, comme vous l'avez rappelé, que l'alphabétisation de masse, base de la démocratie étant toujours là, la base de la démocratie est toujours là, mais que d'un autre côté, le tri entre éduqué supérieur, secondaire et pas assez, comme on dit, est toujours là. Donc ça, c'est la base de l'élitisme, des phénomènes d'oligarchie de masse, si on peut dire, et que il va falloir négocier, en fait. C'est la désintégration ou la négociation. Donc les Anglais sont très avancés. Entre le peuple et les élites. Oui, enfin le peuple et les élites de masse, hein, parce que honnêtement, quand vous avez 30% d'élites, c'est à peine une élite. Hein. Et surtout que ça produit des phénomènes, je dirais, d'enfermement sur soi-même, d'entre-soi, de mépris de tout le monde, qui ne rend pas très intelligent. Hein. Donc au stade actuel, on a des élites de masse dont le potentiel, je dirais, d'intelligence sociale est des plus limités. Donc je compare les États-Unis, la France, l'Angleterre. Je dis que l'Angleterre, on le voit, le Brexit est géré par des élites. Donc l'Angleterre est déjà dans une phase de négociation de ces deux forces opposées, avec des théoriciens que je cite, des types comme Collier et Goodhart. Je le prononce à moitié la française, à moitié l'anglais, ça fait bizarre. Et voilà, c'est ce que je recommanderais, en fait. Je ne suis pas tellement crédible parce que mes liens familiaux avec l'Angleterre sont assez forts, donc je ne demande même pas à ce qu'on me croie. Je dis, c'est une possibilité. Pour résumer, pour ceux qui ne l'ont pas lu, hein, vous dites qu'en gros, avec les 3 élections qu'on a vues, il y a 3 un peu typologies de négociations entre un peuple qui ne peut plus accepter la mondialisation néolibérale et ce que vous appelez les élites de masse. C'est le Brexit qui est au fond une forme de négociation. La France, où au contraire, on a soumis le peuple avec l'élection de Macron. Et pour vous, l'élection de Trump, la victoire de Trump, c'est un mix des deux. C'est un état, ce que j'appelle de schizophrénie dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des élites qui ont accepté la revendication populaire, le Parti républicain, encore que Trump commence à se mettre d'accord avec des démocrates, donc c'est assez fluide, mais il y a toute une partie de l'establishment, de l'université, des médias, de la Silicon Valley, qui n'acceptent pas Trump. Donc il y a une situation en fait de double pouvoir aux États-Unis. C'est ça. Et donc là, pour ça, je peux faire une recommandation, mais c'est un post-script utile, à mon avis. Enfin, peut-être même c'est ce qu'il y a de mieux, j'en sais rien, mais le gros du livre est vraiment... c'est pas toujours très clair parce que je peux jamais m'empêcher de dire des choses un peu ironiques, un peu cruelles. On se refait pas. J'ai toujours... mais on voit ce qui est scientifique et ce qui est de l'ordre du sens de l'humour. Enfin, j'espère. Mais en fait, je ne recommande rien. Je dis pas ce que vous recommandez. Je vous demande quelles sont les conséquences politiques de ça. Les conséquences, c'est ce que je dis. J'ai une petite phrase un peu sceptique, mais mon modèle, en lui-même, il n'a pas de conséquences. C'est un instrument d'analyse qui aura les conséquences qu'en feront ou n'en feront pas les responsables politiques. Vous voyez, par exemple, mon modèle de l'Europe, donc de l'euro. Oui, parce que vous dites aujourd'hui, le malaise européen, on ne peut pas le résoudre en restant sur ce qui a été les 2 grandes idées, c'est qu'il allait y avoir une convergence économique des pays européens. Oui, mais je dis, j'ai une explication de la stabilité. On a un paradoxe, il y a un truc. Moi, je me suis battu pendant 25 ans, ça doit être ça, hein, un quart de siècle contre l'euro. J'ai dit au départ que ça allait foirer sur le plan économique à cause de la diversité anthropologique de la zone euro. Je crois qu'on peut dire que ça a foiré en un sens général, pas pour le cœur dominant de la zone euro, ça a très bien servi à l'Allemagne, qui n'est pas responsable d'ailleurs de la création de l'euro. En France, on fonctionne avec 10% de chômage structurel. Sur la Méditerranée, c'est pire, ça détruit les économies. Mais ce qui est vraiment... Donc en fait, c'est un échec économique tout à fait extraordinaire. Mais l'autre élément qu'il faut expliquer, c'est qu'il n'est pas remis en question. Il est de plus en plus solide. Même le Front National n'ose plus dire qu'il faut sortir de l'euro, ce qui nous ouvre quelques espoirs quand même. Mais
Et donc je me dis, mais pourquoi? Et donc j'arrive à la conclusion, je fais une analyse des forces anthropologiques à la fois familiales et religieuses dans l'espace de la zone euro, et je montre que les forces autoritaires inégalitaires, que ce soit venant de la famille souche ou venant de ce que j'appelle le catholicisme zombie, sont ce qui pèse le plus lourd dans la zone euro, et pas simplement en Allemagne. Donc il y a des sports de relais autoritaires et égalitaires, et qu'en un certain sens, cette monnaie, qui n'est pas du tout faite pour servir les gens, mais pour être servie, est tout à fait logique. Et donc j'ai effectivement un paragraphe de conclusion qui s'appelle, je reconnais que c'est un peu ironique, l'Europe post-démocratique, un monde normal. C'est ça, mais bien évidemment, ce genre d'analyse, on peut en faire plusieurs choses. C'est-à-dire que la première idée qui viendrait à un contestataire français, c'est de dire, regardez, on voit la France est complètement désarticulée par ce système, les 2 tiers du territoire national ne correspondent pas à des structures familiales de type allemand, il faut absolument qu'on se sorte de ce système aussi vite que possible. Il faut l'utiliser comme ça. Mais si vous êtes un dirigeant allemand, il faut dire, ah, M. Todd a produit une très belle analyse de la raison pour laquelle nous ne comprenions pas nous-mêmes pourquoi il nous est si facile de dominer l'Europe. C'est car il y a en France des provinces qui se sentent bien en se pensant allemandes, etc. Donc l'instrument est neutre. Vous voyez? Complètement neutre. Complètement neutre. Et mon sentiment, je vais vous dire, c'est que les Allemands vont comprendre mon modèle beaucoup mieux que les Français. On va voir si Angela Merkel... Et donc, en fait, pour les prochaines élections... donc on pourrait m'accuser, au final, d'avoir servi des gens... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, quand même, je vous repose et on va finir l'entretien là-dessus. On a fait beaucoup de méthodologie, mais je pense que ce n'est pas inutile pour quelque chose comme ça, parce que c'est quand même un livre qui arrive un peu à la jonction de vos différents centres d'intérêt, même si c'est une forme d'aboutissement explicatif. Ayant terminé ce livre, je vais pouvoir me consacrer à ma véritable passion, qui est le vin rouge. Ah bah voilà. Peut-être que là, vous allez vous réconcilier avec plein de gens. Vous l'appelez quand même « Où en sommes-nous » et vous assumez quand même l'idée que c'est un livre de prospective. Donc on a quand même envie de vous demander où est-ce qu'on va une fois qu'on a dit que la mondialisation néolibérale avait au fond, de manière beaucoup trop violente, gommé les divergences anthropologiques. Eh bien, je pense qu'on va... Alors, le plus simple, c'est terminer par une analyse de type géopolitique, en fait. Donc je pense que les pays anglo-américains sont au fond dans une phase de revitalisation de la démocratie, qui prend des formes inattendues parce qu'il y a une composante xénophobe. C'est-à-dire le Brexit, c'est contre les immigrants polonais, il y en a trop. Trump, c'est le protectionnisme, donc la protection économique du territoire, mais c'est aussi la frontière mexicaine. Et les gens sont très troublés par ça, ils pensent, dans les catégories actuelles un peu naïves, du genre que c'est le contraire de la démocratie, puisque la démocratie est censée avoir toutes les qualités. Je suis tout à fait partisan de la démocratie libérale et universaliste. Il n'y a pas de problème. Mais ce que j'explique dans le bouquin, en étudiant le passé, c'est qu'à l'origine, quand elle émerge, la démocratie, c'est un peuple qui s'organise sur un territoire particulier, à côté et contre d'autres peuples, et que la démocratie, pour fonctionner, au départ, a toujours besoin d'une petite impulsion xénophobe. Et qu'ensuite, comme les démocraties parallèles se reconnaissent comme semblables, il y a une phase 2 de la démocratie qui est universaliste. Donc je pense, j'espère, que les pays anglo-américains sont dans une phase de revitalisation de la démocratie qui, dans un premier temps, prend une petite allure, assez limitée quand même quand on voit la composition ethnique des États-Unis ou de l'Angleterre actuelle. Bon, il y a un petit truc xénophobe. Je peux vous dire la conclusion que j'en tire pour moi-même, qui n'est pas difficile, à nouveau pour des raisons d'origine personnelle et d'études, c'est le monde que je choisis si tout le reste s'effondre. Donc j'ai déjà, en rigolant, annoncé mon ralliement aux États-Unis. Tout le monde me croit anti-américain, donc j'espère que ça montrera aux gens que les choses sont plus complexes qu'ils croient. Donc ça, c'est ça. En Europe, honnêtement, je l'ai dit, je pense que la démocratie est déjà finie. C'est-à-dire que je pense qu'on vit avec les mots d'autrefois et que la réalité de la zone euro, c'est la dépossession des gouvernements du droit de battre monnaie, de contrôler leur politique,
Donc les Grecs votent, on s'en fout, les Hollandais votent, on s'en fout, les Français votent, on s'en fout. Donc en fait, la réalité, c'est que la démocratie est déjà terminée. Donc la seule... Et est-ce que c'est tellement inattendu? Ça n'est inattendu que pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire ou qui pensent qu'il n'y a pas de phénomène d'inertie, de continuité en histoire. Mais regardez, vous prenez l'Europe des années 30. C'est quoi la contribution de l'Europe continentale à la démocratie? Ou mettons 1940, Salazar, Franco, Pétain, Hitler, Mussolini, puis plus loin d'autres dictatures, et puis enfin le communisme. Donc la réalité de ce qui se passe actuellement, je pense qu'un historien un peu doué, ce que je ne suis pas en ce sens-là, moi je suis un historien de l'école des annales, je ne suis pas très vivant dans l'événement, etc., aurait tout à fait pu écrire un livre disant, bah, écoutez, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique et l'Angleterre, de fait, étaient installés au cœur du continent, ont imposé les valeurs de leur démocratie libérale, et puis il y a eu la réunification allemande, et puis donc l'Amérique est très affaiblie, elle s'est retirée du continent, les Allemands n'obéissent plus politiquement, l'Angleterre vient de se retirer du continent, est en train avec le Brexit, et donc le continent retrouve sa dynamique historique propre, qui est une dynamique antilibérale. Voilà, donc ça, c'est un autre ordre de prédiction. J'analyse la Russie, et donc je montre qu'en Russie, les valeurs communautaires, enfin je constate qu'elles n'ont pas disparu. Il y a un truc vraiment fin. Vous voyez, comme je connais la géographie interne des types familles en Russie, je suis même capable d'associer le dernier dictateur du continent, Loukachenko, en Biélorussie, au fait que l'épicentre du communautarisme russe était à l'ouest, en Biélorussie. C'est normal que la Biélorussie soit plus dure que la Russie en termes de système. Mais je montre aussi que la Russie a un statut des femmes très élevé, qu'elle a retrouvé son équilibre. Et la prédiction pour la Russie, c'est qu'elle est un pilier stable maintenant et que ce n'est pas la peine de faire de la politique mondiale en s'imaginant que Poutine va disparaître. Il y a des prédictions tout à fait catastrophiques sur la Chine pour des raisons de déséquilibre démographique, de persistance des mentalités. Oui, c'est un modèle différencié. Oui, ça peut servir après d'avenir. Mais c'est vraiment tellement dommage qu'on ne croit pas. Vous vous rendez compte, si j'étais ministre des Affaires étrangères, le boulot que je pourrais faire? C'est un appel du pied. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Mais vous m'avez l'air hyper apaisé là, par rapport à la campagne présidentielle, où vous n'arrêtez pas d'insulter tout le monde, de faire des tweets assassins. Non, je fais pas de tweet, j'ai pas de compte Twitter. Bon, mais... Enfin, c'est... Non, mais je sais pas. Alors, d'abord, je suis passé à la retraite, et ça a eu, remplir mon dossier de retraite, ça a eu un effet apaisant sur moi. Et puis, si vous avez passé 6 ans de votre vie à écrire un livre commençant à l'émergence ou à la sortie d'Afrique d'Homo sapiens, qui contient des chapitres sur une ébauche d'histoire des systèmes familiaux africains, qui arrive avec une thèse révolutionnaire sur la famille juive antique qui était nucléaire, et la famille juive est toujours nucléaire, sur l'exogamie familiale juive, des trucs comme ça. Oui, vous avez reconstitué l'histoire de la communauté paysanne anglaise et réglé vos comptes intellectuels avec votre examinateur de thèse, un mec génial, Alan McFarlane de Cambridge, et que vous avez enfin mis dans un livre le genre d'analyse différenciée sur ces pays qu'on me demande généralement en interview au Japon, où je suis beaucoup plus respecté ici. Évidemment, je suis apaisé. Évidemment, je suis apaisé. Il est question de la France partout dans le bouquin. C'est beaucoup le monde anglo-américain par rapport à la France et la France par rapport au monde anglo-américain. Mais il y a un tiers du livre sur le monde anglo-américain, il y a 2-3 chapitres sur l'Allemagne, il y en a sur l'Europe, il y a un chapitre sur la Russie et la Chine, je parle du Japon, il n'y a pas de chapitre sur la France. C'est pour ça peut-être que je suis apaisé, parce qu'il faut retirer la tête du sac de temps en temps. C'est pour les Français, mais ce n'est pas sur la France, vous voyez. Je vois. Où en sommes-nous? Une esquisse de l'histoire humaine, c'est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir fait un détour par le passage Brelon. Merci à vous.